Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On continue d'explorer ensemble le X-T4. Dans la première vidéo, on a vu un peu qu'est-ce que ça valait, un peu ce nouvel autofocus. Je souhaite y revenir 30 secondes en début de cette vidéo. L'autofocus, c'est une évolution par rapport à celui du X-T3 qui lui-même est une évolution de X-T3 de quand il est sorti, puisqu'il a reçu des mises à jour de firmware. Si on avait comparé le premier X-T3 en version 1.0 au X-T4 d'aujourd'hui, on aurait eu une énorme différence entre les deux. Aujourd'hui, c'est certain que comme Fujifilm l'a fait évoluer, ce n'est pas une révolution, c'est plutôt une évolution entre les deux. Une évolution que je trouve quand même relativement notable personnellement, mais c'est certain que ce n'est pas le jour et la nuit, comme certains me disent « Ah oui, ça ne change pas grand-chose ». Oui, c'est sûr, ça ne change pas grand-chose, puisque chez Fuji, on est réellement sans arrêt sur des petites évolutions et les appareils photo progressent en permanence. Donc c'est exactement dans cette lignée-là que se trouve le X-T4, qui est un super appareil photo avec un meilleur autofocus actuellement que celui que propose le X-T3, mais ce n'est pas une révolution, on est bien sur une évolution. Je souhaite en plus revenir sur le petit carré qui n'est jamais exactement au niveau de l'œil s'il y a un mouvement, c'est-à-dire que ce petit carré-là, il est sans arrêt en train de chercher l'œil. En définitive, vous faites ça et le petit carré vous suit toujours avec un petit lag. Donc le petit carré, il n'est pas exact, c'est-à-dire que moi j'ai remarqué que l'appareil photo fait d'abord la mise au point et ensuite il fait l'affichage de ce petit carré. Donc en définitive, on n'a pas de photos floues, on a des photos qui réellement, on a un excellent eye tracking, on a un excellent taux de résultats et taux de photos qui sont parfaitement nets, bien meilleur que ce que pourrait laisser penser ce carré qui, quelque part, donne l'impression que nos photos, elles vont toujours avoir un temps de retard et on va toujours avoir du back ou du front de focus. C'est vraiment pas le cas. Donc ce carré-là, il a un peu de lag, mais les résultats, sincèrement, quand on regarde les photos qui sont sur la carte SD, il n'y a absolument aucun problème et c'est très bon et même meilleur que ce que j'ai vu sur le X-T3 lorsque j'ai fait des rafales. Donc réellement, il faut être rassuré par rapport à cet autofocus-là. C'est vraiment un excellent autofocus. Voilà, aujourd'hui, on va enchaîner. Je vous ai proposé une vidéo maintenant sur la stabilisation. L'idée, c'est le X-T3 n'avait pas de capteur stabilisé. Le X-T4, maintenant, vous offre un capteur IBIS, donc capteur avec une stabilisation intégrée, qui est capable, en plus, grâce à son mode dual, de fonctionner de pair avec la stabilisation des objectifs pour ceux qui en ont un. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer un peu, est-ce que cette stabilisation, elle est bonne ou pas bonne? Qu'est-ce que ça change par rapport à un capteur non stabilisé? Qu'est-ce que ça change selon si vous avez un objectif qui est stabilisé ou non stabilisé? Et on va voir aussi qu'est-ce que ça change, par exemple, si vous aviez avant un XH1. Et ça, on va le voir à la fois en vidéo et on va la voir à la fois en photo. C'est parti, on va commencer par X-T3 vs X-T4 sur un 16-55 2.8, donc on est sur un objectif qui n'est pas stabilisé. Donc là, c'est uniquement la stabilisation du capteur qu'on juge. Donc sur cette séquence-là, on va s'apercevoir de manière évidente que d'un côté, en bas, à droite, ça tremble énormément et que de l'autre côté, en haut, franchement, on a une vidéo, c'est hyper fluide. On voit bien que la stabilisation fait bien son travail, ça ne bouge strictement pas. Donc là, vraiment, on voit bien en vidéo quel est l'apport d'une stabilisation sur un objectif qui n'est pas stabilisé. Donc ça, j'étais dans le cadre d'un Vlog. Donc dans Vlog, je tiens l'objectif, l'appareil photo comme ça. Donc je suis dans cette situation-là. Donc l'idée ici, c'était de vous montrer maintenant dans le cadre de, par exemple, le fait de filmer un petit B-roll à main levée en étant courbé, donc ça va trembler. On n'aura jamais la qualité qu'on pourrait avoir sur un gimbal qui va avoir une poignée, une stabilisation qui sera bien meilleure. Mais par rapport au plan qu'on peut faire sur un X-T3, on va bien s'apercevoir que d'un côté, en haut, ça tremble pas beaucoup. Ça reste, je trouve personnellement, acceptable. De l'autre côté, c'est absolument inacceptable. Alors c'est certain que pour faire une prod professionnelle, ça ne sera pas suffisant. Ici maintenant, je voulais vous montrer un petit plan avec un XF90. Lui aussi, il n'a pas de stabilisation intégrée, donc c'est uniquement la stabilisation du capteur qui vient jouer. Encore une fois, on voit bien que d'un côté, ça tremble de partout, alors que de l'autre, le capteur est stabilisé, ça fait très bien son travail. Moi, je trouve que le résultat est réellement là et on voit bien l'impact et à quel point c'est agréable quand on fait de la vidéo d'avoir un capteur qui est stabilisé. Sur le plan suivant, c'est à peu près exactement la même chose. On est toujours au XF90 F2. Sur le plan du X-T4, ici, je suis sur un plan statique où je ne bouge pas. Je veux juste filmer quelque chose. On voit clairement la différence entre les deux. Le plan du X-T4, il est vraiment utilisable tel quel. Là, pour le coup, on n'a même pas besoin d'un gimbal. On a un plan qui est parfaitement stable et qui pourrait être utilisé.
Voilà, un autre cas, cette fois-ci, on change d'objectif et on prend un objectif qui dispose d'une stabilisation intégrée. Donc ici, c'est le 18-55 qui sert de kit. Dans le 18-55, on a une stabilisation et elle doit fonctionner avec la stabilisation du X-T4. L'idée, c'est de pouvoir juger est-ce que réellement on voit la différence entre les deux, puisque le X-T3, lui, n'a pas de capteur stabilisé. Là, dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas de mouvement, c'est un plan qui est vraiment fixe, la différence est globalement assez minime, je trouve, hein. C'est-à-dire que le 18-55, avec sa stabilisation, faisait déjà un bon travail de stabilisation et ce qu'apporte le capteur en plus n'est pas immense. Alors ici, j'ai voulu faire le même plan. Donc c'est surexposé parce que je n'ai pas de filtre qui va sur le 18-55, mais peu importe. Ici, ce que je voulais voir, c'était sur un mouvement, est-ce que réellement on voit la différence? Et la réponse est plutôt oui. Malgré le fait qu'on a un objectif stabilisé, le fait de mettre un capteur stabilisé, vraiment, on voit la différence. Sur le plan, je trouve que ça va bouger beaucoup, beaucoup moins. Même test sur un XF 1680, lui aussi vendu en kit avec le X-T4, mais censé disposer d'une meilleure stabilisation. Ici, j'ai voulu voir un peu qu'est-ce qu'on voyait. Et sur ce plan filmé de côté, il y a autre chose qu'on va voir apparaître. C'est le rolling shutter. Le rolling shutter, vous allez voir que j'ai l'impression que celui du X-T4 est bien meilleur que le rolling shutter qu'on avait sur le X-T3. Et on va s'en rendre compte sur les lignes. Regardez ici la ligne de la pompe à chaleur qui est derrière et regardez la ligne qu'on avait sur le X-T3. Et on va le voir par rapport aux lignes des murs, par rapport aux lignes sur les volets. Vous allez voir que les lignes sur le X-T3 sont toujours beaucoup plus penchées, donc sujet au rolling shutter, que les lignes qui sont sur le X-T4. Bon, en plus, on va s'apercevoir que clairement, ça bouge beaucoup, enfin un peu moins sur le X-T4 par rapport au X-T3, malgré tout que l'objectif soit stabilisé. Regardez les lignes, hein, je ne sais pas si vous les avez vues là de nouveau, mais regardez à quel point, hop, voilà, on a une ligne qui est quand même pas mal d'un côté, on a une ligne qui est beaucoup plus penchée de l'autre. Donc voilà, en tout cas en termes de stabilisation, je trouve qu'on voit que malgré le fait d'avoir un objectif stabilisé, s'il y a un mouvement, le capteur stabilisé avec un dual fait quand même la différence et on voit que le plan est mieux stabilisé quand on a les deux. Ça fait quand même la différence. Allez, plan suivant, ici je l'ai fait parce que beaucoup de gens, je ne sais pas pourquoi, il y a l'obsession avec le 1680 de faire des zooms et il n'y arrive pas bien. Voilà, il n'y arrive pas bien. Si votre but dans la vie c'est de faire ça, le XF80, le 1680 n'est peut-être pas fait pour ça. Donc j'ai refait ce plan-là, on s'aperçoit de manière générale qu'il n'y a pas de vraie évolution par rapport au XT3. Ça continue d'hésiter, il ne le fait pas de manière ultra fluide. En tout cas, ce qu'on peut voir aussi, hein, c'est que lorsqu'on est sur un plan fixe maintenant, on voit vraiment que d'un côté, ça ne bouge pas du tout et de l'autre côté, ça bouge quand même un peu. Allez, nouveau test, cette fois-ci X-T4 contre le X-H1. Vous êtes nombreux à avoir acheté le X-H1 pour sa stabilisation du capteur. L'idée, c'est est-ce qu'on voit la différence entre un X-H1 et un X-T4? Est-ce que la stabilisation du X-T4, qui est un boîtier quand même plus petit que celui du X-H1, est suffisante et est au niveau finalement du X-H1? Eh bien, la réponse sur un objectif non stabilisé comme le XF 1655, elle est oui, on voit nettement la différence et je trouve personnellement que sur les plans vidéo, on voit que la stabilisation du X-T4 est meilleure que la stabilisation du X-H1 et je trouve que ça se voit assez bien. Sur le X-T4, ça bouge quasiment pas et le travail est très bien fait. Même test cette fois-ci sur un objectif stabilisé, ici sur le XF 1855 et même conclusion, hein, l'objectif est stabilisé plus le capteur stabilisé. Le plan du X-T4 est sincèrement plus stable que ne l'est le plan du X-H1. Donc on voit bien que Fuji a fait un très bon travail d'intégration de la stabilisation dans le petit corps du X-T4. Vraiment très bon travail. Allez, pour les curieux qui me l'ont demandé aussi, une différence par rapport à la stabilisation d'un capteur Sony, c'est le jour et la nuit. On a presque l'impression que le capteur Sony n'est pas stabilisé, hein. Ici, moi je suis désolé, mais c'est le jour et la nuit en termes de stabilisation IBIS. On passe à la suite. Il faut savoir que le X-T4, en plus de vous offrir une stabilisation physique grâce au dispositif IBIS, il va vous offrir différentes options. Une des options que vous pouvez avoir, c'est le fameux DIS, c'est-à-dire Digital Image Stabilization, c'est-à-dire une stabilisation numérique qui va être fait en temps réel sur votre photo. L'idée ici, c'est quelque part de cropper à peu près de 10% supplémentaire dans votre photo et en échange de ce crop de 10%, vous avez une stabilisation numérique qui s'ajoute à la stabilisation du capteur. Et effectivement, je ne sais pas si ça se voit bien ici, mais c'est beaucoup plus stable.
Enfin, un peu plus stable, hein, parce que beaucoup, c'est difficile à qualifier. Ici, sur un Vlog, même test, mais on voit bien que la version d'en bas, avec un crop de 10% supplémentaire, bouge un peu moins que la version d'en haut. Hein. Donc clairement, cette option-là fait réellement son effet. Et pour quelqu'un qui voudrait filmer un Vlog en ayant un plan le mieux stabilisé possible, ben, c'est une option qui vient s'ajouter. Il y a une seconde option qui est aussi disponible sur le XT4, c'est ce qu'on appelle le Image Boost. C'est une option en fait pour verrouiller encore plus la stabilisation de votre capteur pour ne lui permettre de faire que certains mouvements, ceci afin d'avoir un mode de stabilisation boosté si vous voulez optimiser. Et ici, voilà, c'est un mode qui normalement n'est pas fait pour les mouvements, j'ai voulu le tester quand même, et on va s'apercevoir que ici, c'est l'image sans le boost de stabilisation qui est le plus sympa. Hein. Le boost de stabilisation, si vous êtes en mouvement, ce n'est pas fait pour ça. Et finalement, ça devient contre-productif. On peut le voir ici. Hein. Le plan sans le boost de stabilisation, il est meilleur. Donc, même test, mais cette fois-ci sur un Vlog statique, où justement, il n'y a aucun mouvement. Et là, regardez, le boost de stabilisation joue vraiment son rôle. On voit que l'image ne bouge quasiment pas. Je suis à main levée hein, pourtant. Hein. Je suis vraiment comme ça, hein, donc à bout de bras, donc ça bouge. Et malgré tout, le boost de stabilisation, ici, il fait bien son boulot. Donc, le boost de stabilisation, on peut le décorréler complètement de la stabilisation numérique. C'est ce que j'ai fait ici. La stabilisation numérique est maintenant désactivée. Et par contre, j'ai le boost de stabilisation en haut et je n'ai pas le boost de stabilisation en bas. Et on voit la différence encore une fois. Je trouve que l'image d'en haut avec le boost de stabilisation bouge un peu moins que l'image d'en bas. Je vous rappelle que le boost de stabilisation n'implique pas de crop supplémentaire. Hein. La stabilisation numérique, c'est 10% de crop supplémentaire. Le boost de stabilisation, il n'y a aucun crop supplémentaire. Donc, c'est vraiment une bonne option, mais c'est uniquement quand vous faites du sujet statique. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucun mouvement. Vous n'êtes pas en train de marcher, vous n'êtes pas en train de faire de panorama. C'est pour quelque chose où vous ne bougez pas, vous restez stable. Voilà de manière générale pour la vidéo. Moi, je trouve que la stabilisation du XT4 m'a globalement plutôt surpris. Donc, ça a fait très bien le travail, sincèrement. Moi, je pensais que ça ne serait pas au niveau du XH1. C'était ma conviction. La stabilisation du XH1 est vraiment, pour moi, une référence. Je sais que dans les micro 4 tiers, il y en a qui font mieux, mais c'est quelque chose quand même de qualité sur le XH1. Et je pensais que le fait de réduire la stabilisation dans un plus petit boîtier, quelque part, Fuji allait forcément devoir faire des compromis. Et j'ai été plutôt étonné de voir que c'est plutôt admirable ce que propose comme option Fuji. En plus, on a la stabilisation numérique, on a le boost de stabilisation, ça fait beaucoup d'options. Et la stabilisation dual en vidéo marche vraiment bien, on voit bien la différence. Hein, entre si vous avez un capteur stabilisé et un objectif stabilisé, les deux vont vraiment fonctionner ensemble et on va réellement voir la différence. Donc sincèrement, c'est très sympa ce qu'ils ont fait. On va maintenant passer en photo. En photo, l'utilisation de la stabilisation, elle est complètement différente. On est là pour faire de la photo à très basse vitesse et en ayant une photo nette. Alors, c'est un cas d'usage qui est globalement assez limité. Hein. Il faut bien le rappeler que c'est limité à des sujets qui ne bougent pas. Quand vous prenez une photo à 1/4 de seconde, exit le moindre mouvement. Hein. Si vous êtes sur un paysage, il ne faut pas qu'il y ait de coup de vent, il ne faut pas qu'il y ait rien qui bouge, sinon ça va être entièrement flou. Un sujet humain, c'est pareil. Au moindre petit mouvement de cils, ça va être complètement flou. Donc, ça a des cas d'usage qui sont assez limités, il faut quand même le rappeler. Mais c'est vrai que lorsqu'on se retrouve dans des situations de basse luminosité, ça peut être un atout. C'est vrai aussi que c'est sécurisant quand on travaille même à des vitesses qui sont recommandées et que vous avez un peu de mouvement, que vous êtes en train de photographier quelque part en bougeant, c'est toujours un plus d'avoir la stabilisation. Alors ici, j'ai voulu essayer de qualifier qu'est-ce que gagner la stabilisation. Ici, dans des photos qui sont prises au XT3 ou au XT4 sur l'objectif 16-55, on va faire un résumé de ce tableau-là. À 1/15e de seconde, j'ai 90% de photos acceptables ou bonnes avec le XT4, j'en ai que 50% sur le XT3. Lorsque je me mets à 1/8e de seconde, j'ai 55% des photos qui sont toujours très bien avec le XT4, 0% avec le XT3. Et je peux même aller à 1/4 de seconde, j'ai quand même 15% des photos qui sont parfaitement exploitables. Donc on peut voir que la stabilisation apporte un réel gain. J'ai voulu tester aussi avec le XF90. Dans ce cas-là, je peux m'apercevoir que si j'essaye de prendre des photos à 1/30e de seconde, j'ai 99% des photos qui sont bonnes avec un capteur stabilisé. J'en ai que 23% si je le mets sur le XT3. A l'inverse, si je vais sur 1/15e de seconde, j'ai toujours 80% des photos du XT4 qui sont bonnes
alors que j'ai vraiment que 13% des photos du X-T3 qui sont bonnes. Donc on voit bien que la stabilisation, c'est un réel gain qui va vous permettre de descendre votre vitesse et pour gérer des situations particulières. Alors la question se pose évidemment pour des objectifs stabilisés, quel gain apporte la stabilisation? Ici sur le 50-140, on va s'apercevoir de résultats parfois bizarres. Je vous dis ça parce que sur le 50-140, j'ai eu des résultats parfois un peu bizarres. Je n'ai pas essayé de manipuler les chiffres pour vous faire croire X ou Y. Très clairement, on peut se dire la stabilisation en coordination avec la stabilisation du capteur, peut-être, sur le 50-140, apporte pas un gain énorme. Et en fait, on s'en rend compte sur les chiffres. À 1/15e de seconde, j'ai presque plus de photos nettes sur le X-T3, 10% de photos nettes en plus que je n'en ai sur le X-T4. Et ça se confirme à 1/8e de seconde. 55% de photos nettes avec le X-T4, 75% avec le X-T3. Par contre, à 1/4 de seconde, le X-T3 était à 38%, tandis que finalement, le X-T4 est resté stable à 50% de photos nettes. Ces résultats, ils sont parfois un peu bizarres, mais en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Vous en faites ce que vous voulez. Mais on peut dire que pour le 50-140, en photo, je pense qu'on peut dire que grosso modo, la stabilisation n'apporte pas énormément par rapport à la stabilisation ou non du capteur. Le test suivant, c'est encore sur un objectif stabilisé, le 16-80. Ici, c'est à peu près les mêmes résultats et c'est pour ça que quelque part ces tests, j'ai trouvé que ils étaient dignes d'intérêt. C'est que regardez, 67% vs 64%, kiff-kiff en définitive. 46% vs 48%. Encore une fois, on voit bien que la stabilisation double, en photo en tout cas, montre pas un gain particulièrement énorme et c'est finalement kiff-kiff de ne pas l'avoir. La stabilisation de l'objectif en photo semble finalement suffire. À 0,5 secondes, ici je suis à 22% vs 20% quand j'ai fait ce test-là. Finalement, kiff-kiff. Donc voilà ce que j'ai à dire en photo. Maintenant, j'ai voulu tester X-T4 vs X-H1. Et là, de manière générale, on va s'apercevoir que sur un objectif qui n'est pas stabilisé, à 1/15e de seconde, j'avais des résultats quasiment identiques. À 1/8e de seconde, pareil, c'est quasiment identique. Et à 1/4 de seconde, on a un résultat qui est un tout petit peu meilleur, 51% contre 37% en faveur du X-T4. Donc on peut dire que effectivement le X-T4 a l'air de stabiliser un tout petit peu mieux, notamment quand on est dans des vitesses très très basses. Enfin, le gain sur un objectif stabilisé en photo, il est assez minime. Dernier test avec le 16-80 et on va retrouver globalement à peu près la même tendance sur le 16-80. Regardez, les chiffres sont extrêmement proches. Quand l'objectif est stabilisé, la stabilisation du capteur X-H1 ou X-T4, c'est à peu près pareil. Donc 1/8e, 1/4, c'est kiff-kiff bourricot. À 0,5 secondes, on voit que la stabilisation du X-T4 fait un peu la différence puisqu'on est au double. 28% contre 14%, donc la stabilisation du X-T4 semble un peu meilleure que celle du X-H1. Ce qui conclut cette petite expérimentation de la stabilisation. Encore une fois, ce n'est pas très scientifique, il faudrait un robot qui produise toujours le même type de vibration avec des programmes qu'on puisse répéter pour avoir des résultats qui ne varieraient absolument jamais. Ici, moi, je prends des rafales à main levée, j'essaye de bouger le moins possible. J'ai ma technique que j'essaye de toujours reproduire exactement la même chose avec tous les appareils, avec tous les objectifs. Mais je ne suis pas un robot et je suis incapable de reproduire toujours la même chose. En tout cas, moi, ce que j'en sors de tout ça, c'est que le Fujifilm X-T4 propose réellement une super stabilisation, que cette stabilisation, aussi bien en vidéo qu'en vidéo, elle est meilleure que celle, nettement je trouve, que celle du X-H1. En photo, la différence avec le X-H1 est plutôt légère et on est vraiment que sur les photos qui ont la vitesse d'obturation la plus lente possible. C'est là où on voit une différence, on va dire, de 10% à peu près. Sur un objectif qui est stabilisé, X-T3 ou X-T4 en photo, c'est globalement assez la même chose. La stabilisation de l'objectif fait réellement la différence. Le capteur n'ajoute pas grand-chose. Par contre, si votre objectif n'est pas stabilisé, on voit à quel point la stabilisation qui est apportée par le X-T4, vraiment, c'est un atout. Et c'est un atout qui va vous servir même quand vous utilisez des vitesses recommandées pour peu que vous bougiez un peu parce que vous êtes en train de suivre quelque chose. On n'est pas toujours ultra statique lorsqu'on prend des photos. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur la stabilisation. J'espère que ça vous a aidé à voir un peu qu'est-ce que va apporter le X-T4. On a vu maintenant l'autofocus, on a vu maintenant la stabilisation. Je vais maintenant commencer à faire quelques tests d'autonomie
par rapport notamment au X-T3. L'autonomie, je vais tester par exemple un timelapse, je vais tester de faire des rafales, je vais tester de faire de la vidéo en 4K et on va voir finalement combien dure l'un et combien dure l'autre. Ça sera à suivre dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez me laisser les pouces levés vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre cette série de vidéos. Si vous débarquez chez Fuji ou avez l'intention de débarquer chez Fuji, vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils juste ici. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes content ou déçu de la stabilisation du X-T4? À bientôt.